À l'origine, un village de pêcheurs, Sharm el-Sheikh est ensuite devenu une base stratégique pour la marine égyptienne. Cette ville qui s'étend sur environ 120 km le long de la mer Rouge, à la pointe sud du désert du Saharaï, a été occupée par Israël lors de la crise de Suez de 1956 et rendue à l'Égypte en 1957. Située à 504 km au sud-est du Caire, la capitale avec un climat désertique chaud, Sharm el-Sheikh est une station balnéaire touristique du pays. C'est aussi une ville métamorphosée après d'importants travaux de réaménagement qui accueille pendant 2 semaines la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Très engagé dans les questions de défense, de protection et de préservation de l'environnement, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a représenté le Congo à ce grand rendez-vous de l'ONU sur le climat, a foulé le sol égyptien le 6 novembre 2022 en début de soirée. Les travaux de la COP27 auxquels le chef de l'État est venu participer ont débuté dimanche par l'ouverture de la séance inaugurale. À cette occasion, le président de la COP26, Alok Sharma, a passé la présidence de la 27e édition de la conférence des parties à Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères. Ce dernier, dans sa prise de parole, a lancé un appel à la mise en œuvre des engagements au bénéfice de l'humanité et de la planète. Alok Sharma, quant à lui, a indiqué que les grands progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Le sommet des chefs d'État intervenu les 7 et 8 novembre a été un autre moment fort de la COP27. Tout a commencé par la réception de toutes les délégations par les organisateurs de la conférence, à savoir l'Égypte et les Nations Unies. À son arrivée au Centre international des congrès de Sharm el-Sheikh, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant la prise de photos de famille pour immortaliser l'événement. L'objectif affiché par les dirigeants présents à Sharm el-Sheikh est de faire de ces sommets un tournant dans l'action climatique mondiale en passant de la phase des négociations à celle de mise en œuvre des engagements. Cette volonté a été clairement exprimée dans les différentes allocutions des chefs d'État à l'ouverture des travaux. S'exprimant en premier, le président égyptien a appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures réelles pour améliorer les dispositifs d'adaptation aux conséquences du changement climatique et à fournir les financements nécessaires aux pays en développement qui souffrent le plus de la crise climatique actuelle. Le secrétaire général de l'ONU a émis le vœu de voir la COP27 déboucher sur un pacte historique entre les pays riches et les pays en développement pour éviter une catastrophe climatique. Depuis 2020, la communauté internationale s'est engagée à mettre 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. On n'a pas encore les premiers 100 milliards, a déploré le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Le président français Emmanuel Macron, dans son intervention, a fait plusieurs annonces sur les pertes et dommages et la biodiversité. Il s'est focalisé sur la création d'un nouveau groupe de travail pour proposer des financements innovants pour le climat et une réforme des règles du jeu des grandes institutions internationales. À la tribune de la COP27, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris également la parole pour dégager les pistes des solutions pouvant enclencher un avenir durable pour toute la planète. Dans son discours, le chef de l'État a d'abord réaffirmé la volonté de son pays de participer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques avant d'apporter son soutien total au président de la COP27. Pour Denis Sassou Nguesso, la 27e conférence des parties doit être une rencontre cruciale de passer aux actes concrets en mettant en œuvre tous les engagements pris lors de la COP de Paris en 2015. Il a ensuite mis un accent particulier sur le rôle et l'importance des forêts du bassin du Congo dans la lutte contre les changements climatiques. Avec un couvert forestier estimé à 220 millions d'hectares,
soit environ 6% de la surface forestière planétaire et 10% de la biodiversité mondiale, le bassin du Congo constitue la deuxième région forestière tropicale dense et humide après l'Amazonie. Les études estiment qu'il est peut-être le dernier grand puits de carbone tropical terrestre dans le monde, donnant ainsi une importance vitale à ces forêts dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. À lui seul, le bassin du Congo capture plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3 années d'émissions cumulées de l'ensemble de nos pays. C'est à ce titre que conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. La journée nationale de l'arbre, qui intègre la politique du Congo en matière de protection de l'environnement, a occupé une place de choix dans son discours. La République du Congo a très tôt pris conscience de l'absolue nécessité de protéger, de reconstituer et d'étendre son couvert forestier. Depuis 40 ans, l'ensemble de notre population est ainsi invitée à planter un arbre dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée dans notre pays le 6 novembre de chaque année. C'est ce type d'action volontariste, jointe à un code forestier rigoureux, qui nous a permis de maintenir l'un des taux de déforestation le plus faible au monde. Saisissant cette occasion, le président de la République a lancé un appel à l'instauration d'une décennie d'afforestation. Cette COP s'ouvre à une date symbolique. Et hier, avant de quitter mon pays, j'ai accompli avec l'ensemble du peuple congolais le devoir citoyen de planter un arbre. Ce devoir de portée universelle traduit la haute conscience de la population, dont le rôle n'est plus à déterminer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de cette expérience salutaire venue de la République du Congo et pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Enfin, face au réchauffement climatique, le reboisement de la planète est l'une des solutions les plus pertinentes, a conclu le chef de l'État. Par ailleurs, en marge des travaux de la COP27, il s'est tenu une réunion des chefs d'État africains qui a porté notamment sur l'harmonisation des points de vue des États du continent sur les questions de changement climatique. Initié par le président Dédi Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, et placé sous l'égide du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre de haut niveau qui s'est déroulée en présence des partenaires de l'Union européenne et des Nations unies a été consacrée au financement des projets de développement durable issus des 3 commissions climat, à savoir le bassin du Congo,
de la région du Sahel et des États insulaires. Ouvrant les travaux, le président Macky Sall est revenu sur la problématique du financement des actions climatiques sur le continent. À cette réunion, les chefs d'État qui président les commissions climat ont présenté leur rapport sur le processus d'opérationnalisation des dites commissions. En ce qui concerne le processus d'opérationnalisation de la commission climat du bassin du Congo et de son instrument financier de fonds bleus pour le bassin du Congo, et toutes ces actions sont arrivées à leur terme. Le fonds bleu pour le bassin du Congo a été doté d'une étude de préfiguration assortie d'un plan d'investissement pour les 16 pays du bassin du Congo. Ce plan d'investissement comprend 254 projets de développement durable. Et ces projets sont prêts. Au terme des travaux riches en exposés, un communiqué final a été rendu public dans lequel les États africains exhortent les pays riches à honorer leurs promesses vis-à-vis du continent. Encourage les États membres et les partenaires de l'Union africaine à soutenir et à faciliter le travail des commissions climat africaines. 2. Félicite les efforts déployés par le Comité des chefs d'État et de gouvernement sur les changements climatiques, le CAOSC, pour assurer le leadership politique, la coordination et l'orientation stratégique nécessaire à l'engagement sans faille du continent en matière de changement climatique. 3. Appelle les pays développés à respecter les engagements financiers promis, y compris la livraison des 100 millions de dollars par an, les promesses financières de la COP26, à promettre des ressources nouvelles et supplémentaires pour l'adaptation, les pertes et dommages, et à faire des progrès significatifs dans la fixation d'un nouvel objectif collectif quantifié ambitieux pour 2025. Après avoir pris activement part à ce sommet, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a visité les pavillons du Congo et du bassin du Congo à la COP 27. Une visite qui lui a permis de couper le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle du stand du bassin du Congo. Il est de noter qu'avant la tenue de cette importante réunion, le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso, au nom du président de la République, a signé un accord de partenariat avec l'Union européenne, représenté par sa présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Cet accord a porté sur la protection des forêts d'Afrique centrale. Signalant que la participation du président Denis Sassou Nguesso à la COP27 a été également un moment d'échange et de discussion avec ses homologues du continent. Il s'agit des présidents Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et William Ruto du Kenya. La coopération bilatérale entre le Congo et ses États, ainsi que les questions d'intérêt régional ont été au cœur de ces entretiens. Le chef de l'État a aussi eu des échanges avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Charles Michel, président du Conseil européen, et John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat. Après toutes ces activités diplomatiques, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Sharm el-Sheikh le 9 novembre pour Pointe-Noire avec le sentiment d'avoir joué sa partition dans les négociations sur le climat dont les conclusions sont attendues par l'ensemble de l'humanité. C'est dans l'après-midi du mercredi 9 novembre 2022 que l'avion présidentiel en provenance de Sharm el-Sheikh, en Égypte, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Agostino Neto à Pointe-Noire. Il s'agit de la deuxième visite de travail que Denis Sassou Nguesso effectue cette année dans la capitale économique, la première ayant eu lieu en janvier. Pour cette deuxième visite, comme d'habitude, le chef de l'État a été accueilli par les corps constitués nationaux et départementaux, venus lui exprimer leur attachement et leur indéfectible soutien. Honneur militaire et hymne national ont agrémenté ces mémorables instants.
À l'extérieur du pavillon présidentiel, une autre empreinte a été apportée à l'accueil du chef de l'État, contrastant avec le sens bien recommandé de la mesure et de la retenue caractérisant les officiels. L'empreinte populaire, celle des hommes et des femmes chauffés à blanc, rayonnant de vitalité et naturellement disposés à l'art de l'hospitalité. Surtout lorsqu'il est question de leur champion. Avant de prendre ses quartiers à sa résidence du bord de mer, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a patonné le meeting relatif au lancement des travaux du centenaire de Pointe-Noire. À cette occasion, 5 allocutions ont été prononcées. Celle de la présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchel, qui a remercié le chef de l'État pour l'attention bienveillante accordée à la capitale économique. C'est d'un sincère enthousiasme et d'un plaisir à la hauteur de l'événement que la capitale économique, Pointe-Noire, ville désormais centenaire, accueille avec bonheur et honneur son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ce mercredi 9 novembre 2022. Une fois encore, et l'histoire n'en finit pas de le graver sur le marbre, notre ville est privilégiée. Privilégiée par l'attention sans cesse croissante. De lui témoigner, Excellence, Monsieur le Président de la République, en dégageant chaque année dans un agenda aux 1000 contraintes le temps nécessaire à un département sur notre sol. De la jeunesse de Pointe-Noire qui s'est engagée à apporter son énergie à l'édification d'une ville tournée vers l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Pointe-Noire, havre de paix et pleine de grâce comme sa jeunesse, va célébrer son centenaire sous votre leadership pour rejoindre le cercle des villes vertes et bien construites. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Pointe-Noire est le poumon économique de notre pays où la jeunesse reste mobilisée à participer à la réalisation de votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. De l'agent féminine de Pointe-Noire, qui tout en saluant l'engagement du président de la République auprès des femmes, a exhorté ce dernier à les soutenir dans leur lutte contre les violences faites aux femmes et d'autres maux qui freinent leur épanouissement. Nous, les femmes, vous exhortons donc à nous garder précieusement au cœur de votre vision pour notre pays et à éradiquer ce qui nous mine encore de nos jours, les violences en tout genre et les inégalités en milieu socio-professionnel. Nous avons foi en votre engagement et en votre caractère pragmatique pour transformer les paroles en actions concrètes et en notre capacité à être de véritables partenaires au dialogue sur le développement de notre pays pour les mettre en œuvre. Du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, qui a brièvement fait le bilan du centenaire écoulé et projeté ce que sera la ville du prochain siècle, dont les jalons sont en train d'être posés par le chef de l'État. Aujourd'hui a lieu la célébration du lancement officiel du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Cette célébration, disais-je, est une opportunité que vous venez de donner à la ville de Pointe-Noire pour sa transfiguration à travers un programme additionnel et pluriannuel de municipalisation accélérée que vous avez annoncé lors de la rencontre citoyenne du 20 janvier 2022. Enfin, l'allocution du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier. Jean-Jacques Bouya a sublimé la très visible action du président de la République à Pointe-Noire, énumérant dans la foulée les projets structurants qui seront exécutés. C'est pour rester dans la cohérence de l'interconnexion et de la fluidité urbaine
que certains projets structurants et d'autres préconisés ne tarderont pas à être lancés dans les cadres de la municipalisation additionnelle, valable pour les 2 départements. Dans ce chapitre figure la construction du palais de la Nation, interdépartemental, autour duquel se développerait un pôle administratif valorisant l'administration d'État. L'achèvement des travaux de l'avenue dite de l'aéroport jusqu'au boulevard Charles de Gaulle et à poursuivre par pavage l'autre partie de Charles de Gaulle jusqu'au rond-point Kassaï. La construction de la corniche en bordure d'océan, le bitumage d'avenues stratégiques, la construction d'une rocade ceinturant ainsi la ville. La voie de contournement de la zone économique spéciale à partir de Mengo jusqu'au port de Pointe-Noire en passant par l'estuaire de Songolo. Déroulant son agenda de travail à Pointe-Noire, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a procédé le jeudi 10 novembre à la remise en service de la centrale électrique à gaz de Njeno. Pour l'instant, 25 MW vont être injectés dans le réseau électrique national, 50 MW à moyen terme et 100 à long terme. Ce qui a énormément réjoui l'administrateur maire de Ngoyo, Wilfried Paka. En signe de profonde gratitude et de leur engagement de vous soutenir et de vous accompagner dans la poursuite de la marche vers le développement, les populations de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo m'ont chargé de vous dire grand merci pour ce deuxième cadeau en l'espace d'une année, après l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo, le 20 janvier 2022, sous votre respectueux honneur. Elles vous expriment également leurs sincères remerciements, anticipés pour la bonne nouvelle annoncée hier au lancement du centenaire de la ville de Pointe-Noire par M. Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, au sujet de l'achèvement des travaux de la mairie de Ngoyo. Les travaux de remise en service de la centrale électrique à gaz de Njeno ont été exécutés par la société AXA Énergie. Son directeur général, Ngokan Aïdougou, a décliné la nature des travaux exécutés. Dans le cadre de la réhabilitation, les travaux d'entretien et réparation de l'unité turbine à gaz numéro 2 et de son système de contrôle des systèmes haute tension, moyenne tension, basse tension et auxiliaires de la centrale sont terminés. Les travaux de maintenance de la ligne de transport à haute tension entre la centrale électrique de Njeno et les sous-stations de Ngoyo ont été coordonnés et complétés avec la Société Énergie électrique du Congo. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, a retracé le cheminement de la centrale à gaz de Njeno. Commencé en 2002 avec la SCPE, Société congolaise de production d'électricité, cette histoire s'écrit désormais en lettres d'or avec la société AXA. Mise en service en 2002, cette centrale, qui dispose de 2 turbines, a connu des difficultés et a appelé donc sa réparation par des experts éprouvés. Au regard de l'évolution structurelle du secteur de l'électricité, le Code de l'électricité consacre la libéralisation du secteur, l'instauration d'un régime de concurrence loyale entre les différents opérateurs privés appelés à œuvrer pour le développement du secteur. Grâce à cette réforme, il a été possible à l'État de déléguer le service public de l'électricité et les ouvrages de production par appel d'offres international. Après avoir salué l'engagement des présidents congolais Denis Sassou Nguesso et turc Recep Tayyip Erdogan, le ministre Émile Wosso a déclaré qu'avec cette centrale, le Congo apporte une contribution sans cesse croissante dans le cadre de la boucle de l'amitié énergétique interconnectant la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République d'Angola.
Cette cérémonie s'est achevée par la visite guidée des installations de cette centrale. Dans la même journée du jeudi 10 novembre, le président de la République a visité le site d'exploitation pétrolière de la société chinoise Winghua, situé à Bangakao dans la sous-préfecture de Tchambanzassi. Denis Sassou Nguesso a tenu à s'imprégner de la réalité de la production pétrolière de cette société qui contribue au développement socio-économique du Congo avec notamment la création des emplois directs et indirects. Installée au Congo depuis mars 2015, la société Winghua est une entreprise intégrée dans le secteur de l'énergie tout en combinant chimie, pétrochimie, matières premières et mines. Denis Sassou Nguesso a bouclé cette visite par le projet connexe d'aquaculture dont l'objectif est la reproduction des alevins de poissons. Poursuivant sa visite de travail dans la capitale économique, le chef de l'État a réceptionné le vendredi 11 novembre au port autonome de Pointe-Noire plus de 3000 têtes de bœufs, de race Nélore et quelques chevaux. Cette passion présidentielle pour les activités agro-pastorales a été saluée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Goubou. Nous sommes un pays importateur net de viande bovine, c'est-à-dire que la viande que nous consommons n'est pas produite ici, elle vient énormément de l'extérieur. Deuxièmement, elle occupe la 3e place dans les importations alimentaires, essentiellement animales d'ailleurs. Et beaucoup de Congolais souhaitent manger régulièrement la viande bovine, malheureusement elle coûte encore trop cher. Dès lors, toute initiative, publique comme privée, comme celle du chef de l'État, ne peut être qu'encouragée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voilà pourquoi le ministre vient ici au port de Pointe-Noire appuyer le chef de l'État, parce qu'il contribue justement à travers sa propre production à la réduction de nos importations au niveau de la viande bovine. Cette race, elle a un certain nombre d'aptitudes ou caractéristiques qui permettent finalement, par le croisement, mélange par exemple d'une Ndama avec cette race, ça permet d'avoir finalement un bœuf non seulement résistant, mais en plus beaucoup plus volumineux. Dans cette race, elle résiste aux insectes, elle résiste à la chaleur, des aptitudes alimentaires. L'autre avantage que nous trouvons dans l'initiative du chef de l'État, c'est que le chef de l'État est tout à fait disposé à permettre au ministère de développer la politique de métayage. Après le port autonome de Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso s'est rendu dans les installations de la chaîne de production Bambeu. Ici, Denis Sassou Nguesso a visité notamment la chambre froide des produits carnés issus de la production agro-pastorale locale. Somme toute, cet engagement du président de la République pour les activités agro-pastorales est un exemple à dupliquer, surtout par les jeunes où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national pour accompagner l'œuvre de diversification de l'économie congolaise et donc sortir du tout pétrole. C'est justement cette volonté de sortir du tout pétrole qui a motivé la pose de la première pierre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire dans la sous-préfecture de Luango le samedi 12 novembre par le chef de l'État. Cette zone économique spéciale est l'une des 4 que le Congo entend implanter toujours sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Avec la zone économique spéciale de Pointe-Noire à venir, s'ouvrira une ère nouvelle pour Luango, cette cité antique chargée d'histoire qui amorcera ainsi un rebond spectaculaire, a indiqué le préfet du Kouelo, Paul Adam Dibouilou. La ville de Pointe-Noire découle de celle de Luango. Aussi, le siècle dernier, le choix porté sur la ville de Pointe-Noire comme terminus du chemin de fer et la construction de son port en eau profonde a occasionné le démantèlement de la ville de Luango, brique par brique, sonnant ainsi son glas. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que bâtisseur infatigable, vous êtes comme l'apôtre Pierre qui, par cette action salvatrice, est en train de rebâtir pierre par pierre ce nouveau temple de l'universel qu'est Luango. L'exécution des travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est confiée à la société Euraise. Son PDG a énuméré quelques axes d'intervention de sa société au niveau de cette ZES. Nous sommes en train de signer avec 3 investisseurs qui commenceront la construction de leur unique
dans le secteur de transformation de cuir, la fabrication de musique, ainsi que la transformation de bois et contreplaqué immédiatement après la signature. De son côté, le ministre en charge des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tshisekedi, a rassuré que les premières usines démarreront fin 2023, ce qui est une opportunité de création de nombreux emplois pour les jeunes. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. L'autre temps fort de cette cérémonie a été le rituel de consécration des lieux par les sages et notabilités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Comme en pareille circonstance, les populations toujours reconnaissantes ne sont pas restées insensibles à cette déclinaison de la pensée présidentielle. De toutes leurs forces, elles ont rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité pour témoigner leur attachement au président de la République. À Pointe-Noire, le président de la République n'a pas été de tout repos. Le dimanche 13 novembre, Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité au président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, en provenance de Kinshasa et de Kigali. La rencontre de Pointe-Noire va permettre à Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoco Embalo d'aborder au cours de leurs différents échanges des questions à la fois bilatérales et multilatérales.